va être l'objet de ce matin. Et puis également, je vais refaire un petit point sur le cahier des charges, parce que peut-être que le cahier des charges, c'est peut-être une notion que vous connaissez, mais j'aurai l'occasion de peut-être vous faire réfléchir plus précisément sur la manière de faire un cahier des charges, ou en tout cas de vous donner des éléments complémentaires. Alors, concernant ce cours, alors l'analyse des risques, donc reprenons, là nous étions dans le découpage en phases, donc ça, je pense que tout le monde maintenant, ayant fait l'exercice du macro-planning, le chef de projet doit savoir dans quelle phase se trouve son projet, même si le scénario ne reflète pas explicitement. Chaque phase se termine par un jalon, et le jalon qui est une fin de phase, sera validé par le commanditaire, avec revue des résultats et les livrables. Donc, il est évident que ça nécessite donc une revue de projet avec le comité de pilotage, et en particulier, c'est le moment idéal pour approuver les résultats et décider la poursuite vers la phase suivante. C'est très important de se rendre compte que la réunion qui va se faire avec le comité de pilotage, qui s'appelle donc une revue de projet, va nécessiter des décisions. S'il n'y a pas de décision, nous ne sommes plus dans la démarche de projet, parce que le comité de pilotage doit absolument être présent et surtout assurer son rôle de pilotage stratégique. Le chef de projet doit s'appuyer sur ce formalisme pour se protéger. Pourquoi ? Parce qu'il doit pouvoir faire marche arrière, il doit pouvoir abandonner ce projet s'il voit que ce projet est trop risqué, et ne pas oublier qu'un projet, c'est toujours une démarche risquée. Pour passer à la phase suivante, il lui faut un feu vert pour éventuellement des dépenses. Il lui faut un budget. Donc, tout à l'heure, on avait parlé donc, dans la phase précédente du budget, et maintenant, on va parler des risques, parce que de toute façon, le chiffrage du budget passe aussi par l'analyse des risques. On va voir que les risques ont été évalués de manière un peu globale, mais maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, le commanditaire est responsable des principaux jalons avec les décisions, et également le chef de projet, lui est responsable des jalons opérationnels. Alors, je vous fais ici maintenant une indication du découpage et des questions à se poser. On voit bien que l'analyse de risque qui arrive dans la phase du jalonnement et du scénario et de l'enveloppe budget, on voit bien que le mot de risque apparaît également dans la première phase, au moment de la note de cadrage. Comme je le disais, cette question des risques est quelque chose qui est présent tout au long du projet, et nécessite d'une part que l'on s'y intéresse dès le départ, et d'autre part qu'on développe un petit peu ce process. Donc, vous avez ici l'indication à gauche de l'analyse de risque qui se fait dans la phase numéro 2, et on va voir précisément comment on peut mettre en œuvre cette analyse de risque. Alors déjà, une chose qui est très importante, c'est de définir les termes. Le terme de risque est une probabilité d'occurrence d'un événement qui va être préjudiciable à la réalisation des objectifs.
Or, le risque va se distinguer de l'aléa. Qu'est-ce que c'est qu'un aléa? Un aléa, c'est quelque chose qui va survenir de nature imprévisible et qui va être favorable ou défavorable au projet, bien sûr. Donc l'aléa, quelque chose malgré tout heu, qui pourrait survenir même si on a prévu un certain nombre d'événements. Heu, Événement qui va survenir de manière imprévisible, heu, est forcément quelque chose, qui va aussi pouvoir avoir un impact sur le projet, mais sur lequel il va être difficile, de faire une prévision. Donc, heu, c'est la raison pour laquelle on doit bien réfléchir pour pouvoir, à titre préventif, à partir d'hypothèses d'orientation, on peut essayer déjà d'imaginer un certain nombre de choses. Et ensuite, lors du pilotage du projet, on va avoir, là des techniques plus de détection et de mesure d'écart et aussi d'action corrective. Alors, en ce qui concerne, le qui va faire cette analyse de risque, donc comme je le disais, du fait qu'il y a 2 niveaux d'analyse, le premier niveau étant stratégique, ce sera le commanditaire qui fera cette analyse dans la note de cadrage, et dans le cas, qui nous occupe, c'est le chef de projet dans la construction du scénario. Et on va voir qu'il va y avoir des scénarios au mieux et des scénarios au pire qui vont être élaborés, et après, vous aurez également un pilotage, au moment du pilotage, vous aurez également, des actualisations qui vont être faites au moment du suivi. Alors, en ce qui concerne cette analyse de risque, vous avez, une démarche qui vous est présentée ici. Heu, Comment, va-t-on procéder? On va procéder en, faisant une liste. Ensuite, on va évaluer les conséquences des risques, et on va essayer d'évaluer leur gravité et la probabilité d'occurrence. Ensuite, on va définir un niveau de risque avec une échelle graduée, et ensuite on va classer les risques en fonction de leur probabilité et de leur gravité, et ensuite on va donc, lister des actions, à conduire avec un certain nombre d'actions et surtout des responsables d'actions. Alors pour, dérouler cette démarche, vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition, et j'ai donc, un outil en particulier sur lequel, je veux faire un focus, qui est, un outil qui s'appelle Lambdeck. Donc Lambdeck est un outil, d'analyse de risque qui, est très utilisé. Donc ce sigle est ici, défini. Vous avez, la définition, donc analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Donc comme son nom, l'indique, c'est en fait une méthode qui, donc là, qui est une démarche qui est très, très intéressante. C'est une démarche vous avez qui permet en fait de travailler avec un groupe de travail, pluridisciplinaire, et qui va, élaborer et mettre en œuvre cette méthode. Donc je vais faire un petit rappel historique pour la compréhension. Donc en fait, cette méthode a été développée initialement par l'armée américaine pour l'analyse de la sécurité des avions dans les années 60.
La mise en œuvre s'est longtemps limitée à l'utilisation dans le cadre d'études de faisabilité du matériel, et ces défaillances étaient classées selon leur impact sur le personnel et la réussite des missions pour la sécurité de l'équipement. Donc, à la fin des années 70, cette méthode fut largement adoptée par les constructeurs automobiles et en particulier par Toyota, notamment au Japon. Et c'est une méthode qui a malgré tout subi de nombreuses critiques parce qu'elle coûte assez cher, elle est assez lourde à mettre en œuvre, mais ça reste néanmoins une des méthodes les plus répandues et les plus efficaces et les plus utilisées en sécurité. Elle est utilisée également pour la maintenance et pour la disponibilité, non seulement sur le matériel, mais aussi sur les systèmes et les processus de fabrication. Et c'est une méthode qui est donc largement répandue au niveau international et elle est utilisée systématiquement dans les industries comme le nucléaire, le spatial, la chimie, l'agroalimentaire, et son objectif est de faire des analyses préventives aussi en matière de sûreté de fonctionnement. Donc, par rapport à cette méthode, vous avez des méthodes, ces AMDEC peuvent porter sur différents aspects. Vous avez 5 principaux types d'AMDEC. Donc là, j'en cite 3. L'AMDEC produit, qui permet de vérifier la viabilité d'un produit développé par rapport aux exigences d'un client. Vous avez les AMDEC process, qui permet d'identifier les risques potentiels liés à un procédé de fabrication. Vous avez les AMDEC moyens de production qui vont porter sur l'anticipation des risques liés au fonctionnement d'une machine ou d'un équipement. Vous avez les AMDEC flux qui permet d'anticiper les risques liés aux ruptures de flux de matière. Donc, ça concerne les stocks, par exemple les matières premières. Le flux également d'informations. Donc, ça peut être également sur une sorte d'AMDEC qui va concerner le système d'information. Et également sur les délais de réaction ou de correction et donc ou le retour à la normale par rapport à une situation de crise. L'évaluation, ici, je vais vous donner un exemple qui va nous permettre de mieux comprendre comment mettre en œuvre cette méthode. Alors, avant de passer à la suite, je voulais savoir si vous aviez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez donc des questions? Non, je déroule l'exercice. Enfin, l'exemple, pardon. Très bien. Donc, je déroule l'exemple. Comme ça va vous permettre de mieux comprendre. Alors, effectivement, Florent demande, l'analyse de risque c'est proche de la matrice SWOT, puisque dans la matrice SWOT, vous avez tout à fait raison, il y avait déjà une question qu'on se posait sur les faiblesses inhérentes à un produit ou à un service et sur les menaces de l'environnement en rapport avec la mise en œuvre, effectivement, du projet. Donc, les faiblesses et les menaces que vous avez détectées
dans la matrice SWOT vont vous être utiles, mais on va voir que cette méthode va vous permettre de quantifier beaucoup plus précisément les risques. Vous les avez sans doute identifiés, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément des arguments concernant la probabilité ou la gravité ou l'occurrence de ces événements. Donc ici, nous allons voir que on a la possibilité, lorsque on va prendre un exemple sur un process de fabrication, parce que sur un process de fabrication, ça va nous permettre de réunir une équipe de personnes qui vont analyser un système. Donc ici, je vais me poser dans le cas d'un sous-traitant qui fabrique un adhésif composé de résines différentes. Cet adhésif sert à coller des éléments d'avion. Il doit avoir donc un niveau de fiabilité élevé. Et lorsque ce sous-traitant a un client qui lui demande de faire cet audit de sa fabrication et de lui donner les résultats afin disons, de permettre à son client de lui justifier, en fait, grâce à ses résultats, que le produit qu'il lui fournit a un niveau de fiabilité important. Donc, lorsque cet audit fait, vous avez la première chose qui est à réaliser, c'est de réunir une équipe pour pouvoir mettre en œuvre cette méthode. Donc là, je vous ai donc, nous avons en général une équipe pluridisciplinaire. Vous avez le responsable du projet, le responsable de qualité. Vous pouvez avoir un membre du service de recherche-développement. Vous avez parfois un membre du laboratoire de qualité, un membre également qui est le responsable, par exemple, de l'atelier de production. Et puis, il peut y avoir aussi une personne qui est un peu extérieure à la fabrication, par exemple, un membre du service commercial, qui pourrait éventuellement être présent dans cette équipe de travail pour permettre d'avoir un œil un peu moins affûté, mais peut-être un œil qui pourrait être celui du client et qui pourrait également apporter son analyse. Donc, après avoir composé l'équipe de travail, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette méthode, il va y avoir élaboration de critères et également de chiffrage de grilles de critères. Donc, les critères, on va les voir. Les critères, les voilà. Donc, dans la démarche, il y a d'abord une analyse donc, du système, une identification des défaillances, une identification également des causes et des modes de défaillance. Et enfin, les critères, les voilà. Donc, vous en avez 3. Le premier, c'est la gravité sur de l'impact de la défaillance. Donc, par exemple, le produit peut être non conforme, ça peut être une machine qui est arrêtée, ou ça peut être un retard de livraison. L'occurrence, deuxième critère, c'est la fréquence à laquelle survient le problème. Donc, c'est ici la fréquence. Donc, ça peut être, est-ce que ça survient une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Donc, voilà les exemples. Et enfin, le troisième critère, c'est la détection. Ça signifie, est-ce que ce problème a été repéré
par le technicien qui, de l'atelier de fabrication, ou est-ce que ça peut être détecté par carrément l'agent de maintenance au moment où il vient faire la maintenance d'un équipement? Ou bien est-ce que c'est un système automatique qui détecte une mauvaise, un état, ça peut être aussi un élément automatique qui peut aussi détecter le problème. Donc voilà un petit peu les 3 critères. Alors on va calculer ensuite la criticité, donc on verra comment on va calculer cette criticité. On va établir un seuil et enfin ce seuil permettra de définir les plans d'action, puisqu'on sait que par rapport au risque et au seuil de criticité, eh bien, on va définir les actions qu'on pourra mettre en œuvre, mais on ne pourra pas tout traiter. Et également, il va y avoir un suivi, et le suivi va nécessiter que les défaillances, lorsqu'elles auront été identifiées, que les mesures préventives auront été mises en place, eh bien, la défaillance peut passer sous de criticité, puisque dans ce cas-là, ça signifie qu'on a, par exemple, remplacé un matériel pour, de manière préventive pour éviter une panne, par exemple. Alors, on va voir maintenant comment calculer la criticité. Alors, on va y avoir en fait une quantification des 3 critères et ces indices vont être multipliés pour donner une valeur de criticité. Donc, les 3 indices seront multipliés pour obtenir la criticité. Voilà la définition de cette formule et ça permet de classer les risques et de les hiérarchiser. Ça va permettre également de définir le seuil le seuil. Alors l'intérêt, alors cette démarche semble, quand on la présente, une démarche qui est simple dans la présentation. Ce qui va être important, c'est que les grilles de critères soient définies par l'équipe et les grilles de critères vont être faites en rapport avec le contexte et le système qu'on étudie. Donc, par exemple, ici, vous avez une grille de cotation qui est sur 10, qui a été mis en place précisément pour la fabrication de résine. Cette résine étant composée de 5 éléments, on voit ici la décomposition de cette grille est calquée sur le process de fabrication, puisque vous avez donc dans la fabrication le critère de gravité qui est que le produit va être non conforme au stade où il aura eu le produit sera non conforme dans le fait qu'il sera mélangé avec les 3 premiers composants, donc ça sera de gravité 4, mais si l'on le détecte alors qu'on a ajouté déjà le composant numéro 4, la gravité augmente. Si on a ensuite ajouté le composant numéro 5, on augmente la gravité à 6. Et lorsqu'on aboutit au mélange et qu'on détecte cette non-conformité, on voit bien qu'à chaque fois, cette gravité est plus importante, puisque, et évidemment, lorsque c'est la réception chez le client, eh bien, la cotation est de 9. Donc, on voit que cette grille est élaborée avec l'équipe
pour définir et que tout le monde soit d'accord sur cette grille. C'est ça qui est dans la mise en œuvre de cette méthode, c'est cet aspect de cotation qui doit être bien partagé pour que ça soit efficace au niveau de la mise en œuvre de la méthode. Deuxième grille, il s'agit ici de l'occurrence. Donc ici, vous avez l'occurrence des défaillances. Vous voyez ici que c'est forcément calqué sur une analyse d'un historique de défaillance. Et donc ici, vous voyez que lorsque le taux de défaut est de 50%, eh bien, on a affecté la note de 9. Quand la défaillance est de 30%, on a affecté la note de 8. Et ensuite, les autres défaillances ont des indices inférieurs. Troisième grille de cotation, c'est la détection. Donc la détection, ici, on voit qu'elle peut être faite soit chez le client, donc là c'est évidemment la situation la pire, et lorsque vous avez le contrôle final, la cotation est de 8. Le contrôle intermédiaire, les systèmes automatiques. Après, vous avez l'opérateur responsable après le procédé. Et vous avez également l'opérateur responsable avant le procédé, qui peut aussi avoir détecté la défaillance. Voilà, donc tout ça, vous avez cette grille qui est négociée avec le responsable du mélange et puis éventuellement les opérateurs qui interviennent sur cette chaîne de fabrication. Et donc, ensuite, comment procéder? Eh bien, vous avez ici un exemple de tableau qui va être mis en place, à savoir que l'on va lister l'ensemble des défaillances. On va décrire l'étape du process, donc aux différentes étapes. Donc, par exemple, là, je suis à l'étape de fin de fabrication, puisque je suis à l'étape d'emballage et de conditionnement. Donc là, j'ai pris un exemple où la criticité était très importante, puisqu'il s'agit d'une résine, que cette résine est emballée sous vide, et de ce fait, elle est dans un emballage étanche qui est soudé par l'opérateur. Or, en fait, on s'aperçoit que cette soudure n'est parfois défectueuse. Et de ce fait, il y a une reprise d'humidité du produit. Donc, on a décidé, évidemment, de procéder à une inspection visuelle de cette soudure et ensuite de doubler les soudures dès lors que cet emballage était... cette reprise d'humidité avait un impact important sur la qualité cet adhésif, et de ce fait, il a été décidé de doubler les soudures. Donc ça, c'est un exemple d'opération
dont la criticité était très importante. Vous avez sur, les autres, sur les alors donc c'est à chaque fois, vous avez donc, ici, là, j'ai pris l'exemple un petit peu le plus caractéristique d'un d'un problème qui était assez important. Mais, vous passez en revue toutes les défaillances et à chaque fois, si la criticité ici, le seuil était de 60. Vous le voyez dans la colonne, le seuil de criticité était de 60 et là, on avait on obtenait une criticité de 168, donc on avait, largement dépassé ce seuil. C'est la raison pour laquelle donc je m'en aperçois. Donc, concernant le seuil de criticité, l'intérêt, eh bien, l'intérêt, c'est de classer le nombre de défaillances par rapport à une valeur. Ce seuil va être choisi en fonction du nombre de valeurs qui ont été trouvées pour que ce seuil soit une sorte euh, de, de valeur qui soit compatible avec un plan d'action. Si le seuil est trop élevé, le risque, c'est de ne pas corriger des problèmes qui sont majeurs. Si ce seuil est trop bas, bien, le nombre d'actions correctives à mettre en place sera trop important. Et de ce fait, il faut trouver un juste milieu dans la définition de ce seuil. Donc là aussi, il y a une négociation qui sera faite au sein de l'entreprise pour avoir quelque chose qui existe et qui soit possible d'être en œuvre. Donc, les AMDEC, il faut le savoir, ce sont des documents de travail internes. Ces documents vont permettre d'identifier les défaillances et de mettre en place un plan préventif ou un plan d'action soit préventif, soit curatif. Et il faut savoir que le client final aura des synthèses des comptes rendus fournis au client, mais la majorité des plans d'action pourront rester internes puisque confidentiels par rapport au fait que c'est un sous-traitant et qu'il va présenter à son client les résultats de son ADEC pour lui permettre de fiabiliser sa relation client. Donc, pour conclure sur les risques, là, vous avez bien sûr, une fois que cette AMDEC est faite et que vous avez mis en place ce seuil, eh bien, vous aurez le suivi également. Alors là, je reviens sur le cadre d'un projet plus général. Vous aurez bien sûr le suivi des risques. Si les risques se produisent, ce qu'on avait imaginé, eh bien, il faudra répondre rapidement et faire un diagnostic et mettre en place des détections importantes pour éviter de se laisser surprendre. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'analyse de risque. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, concernant, si vous avez des questions. Alors, en ce qui concerne votre projet marathon, vous avez déjà fait une matrice SWOT, donc vous avez identifié
Maintenant, ce qu'il serait utile, ce serait d'utiliser un outil qui vous permet de représenter graphiquement. Heu et donc, j'ai mis à votre disposition une, un j'ai mis à votre disposition donc une grille, donc que je vais vous présenter maintenant.